Je crois que nous allons pouvoir démarrer. Nous avons patienté un peu. Vous êtes nombreux à nous avoir rejoints et à nous rejoindre encore, j'espère. Mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir à tous. Merci de vous être joints à nous ce soir pour cette nouvelle rencontre, la 183e de l'Institut Thomas More. Cette rencontre, nous vous proposons de la consacrer à l'une des questions politiques les plus prégnantes aujourd'hui en Europe, la question migratoire. Mais nous n'allons pas la traiter sous l'angle des politiques intérieures, des politiques d'intégration, de la gestion économique, sociale et culturelle de l'immigration. Nous l'avons déjà fait de nombreuses fois à l'Institut Thomas More. Nous avons pas mal publié sur ce sujet. Nous allons encore le faire dans les prochains mois dans le cadre de l'élection présidentielle française d'avril prochain. Et je vous rappelle aussi qu'il y a un an, presque jour pour jour, nous avons reçu Patrick Stefanini lors d'une conférence également en visio déjà à l'époque, dont la vidéo est disponible sur notre page YouTube et dont les échanges avaient été particulièrement intéressants et fructueux. Ce soir, nous allons traiter la question migratoire sous l'angle géopolitique. Nous allons nous intéresser à la dimension internationale des flux migratoires, des pays de départ aux pays d'arrivée, à la place croissante qu'ils tiennent dans les rapports de force et à ce que Jean-Sylvestre Mongrenier, qui parlera tout à l'heure, a judicieusement nommé l'extension du domaine du conflit. Alors, que les dynamiques migratoires soient un phénomène géopolitique n'est certes pas une nouveauté. L'affirmer comme ça, c'est même un truisme. Nous le savons bien à l'Institut Thomas More, puisque nous accueillons dans notre conseil d'orientation le géographe Gérard-François Dumont, qui est le spécialiste français de la géopolitique des populations, à laquelle il a publié plusieurs livres, dont un intitulé « Démographie politique, les lois de la géopolitique des populations », paru il y a quelques années maintenant, en 2007, chez Ellipse, auquel je vous renvoie volontiers. Voilà. Ce qui est neuf, en revanche, c'est que ces dynamiques migratoires soient transformées en armes géopolitiques. C'est que des puissances dont les intentions, dont nous parlerons sans doute ce soir, mais dont les intentions souvent hostiles ne font pas grand doute, et avec la participation de réseaux criminels dont il conviendra d'essayer d'évaluer le rôle et la place dans la stratégie de ces puissances, c'est donc que des puissances utilisent désormais l'immigration comme une arme de déstabilisation et d'intimidation contre nous, les Européens. Ces puissances, chacun les connaît, ce sont à ce jour principalement la Turquie et la Biélorussie, avec le rôle de la Russie à préciser derrière elle. Alors face à cette nouvelle réalité, comment réagissent les Européens ? Je dis les Européens tout à fait volontairement, car je crois que ce sont les États-nations, cadres naturels et légitimes de la vie des peuples européens, qui sont concernés au premier chef, l'Union européenne, et on va en parler beaucoup ce soir, et ses instruments intervenant au surplus et au service des peuples européens. Quand Clément Beaune, secrétaire d'État français chargé des affaires européennes, affirme que la politique migratoire, je cite, ne peut être qu'européenne, je crois qu'il se trompe en faisant fi des efforts considérables réalisés par certains pays pour garder la frontière commune. Et je crois aussi qu'il dessert, à mon avis, la cause de l'Union européenne. Alors, comment réagissent les Européens, donc ? Eh bien, je crois lentement, lourdement et en ordre dispersé. Alors que certains pays de l'Est refusent l'entrée aux migrants irréguliers, souvent manipulés, on va en parler, et dressent des barrières, d'autres, plus à l'Ouest, semblent comme tétanisés devant la menace. On constate en effet que certains dirigeants européens, dans certaines capitales comme à Bruxelles, ont bien du mal à chausser, si je puis dire, les lunettes géopolitiques que la situation exige, plutôt que les lunettes humanitaires, celles de nombreuses ONG, ou plutôt que les lunettes technocratiques, celles du migration management de certaines agences internationales. Alors ce soir, ce que nous vous invitons à faire ensemble, c'est à chausser ces lunettes géopolitiques et à explorer les questions suivantes. Comment réagir à cette extension du domaine du conflit dont j'ai parlé tout à l'heure? Comment répondre à ces nouvelles attaques à peine dissimulées et orchestrées par des pays qui ont pris la faiblesse? Que peuvent et que doivent faire les nations européennes? Et quel soutien l'Union européenne peut-elle apporter aux dispositifs frontaliers nationaux? Comment mieux coordonner réponse nationale au pluriel et réponse européenne au singulier sans les opposer? Pour répondre à ces questions, et sans doute à quelques autres, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir M. Fabrice Légéry, qui est directeur exécutif de l'agence Frontex, et que je remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, monsieur. Je vous présente en quelques mots. Vous êtes français,
Vous dirigez Frontex depuis 2015. Vous avez donc fait face à la grande vague migratoire de 2015 et à ses répliques, dont nous parlerons abondamment ce soir. Avant cela, avant 2015, vous avez eu une longue carrière au ministère de l'Intérieur et de la Défense à Paris et à la Commission européenne. Vous avez donc une vingtaine d'années d'expérience sur ces questions migratoires et en particulier sur les migrations irrégulières. J'ajoute, puisque c'est l'usage français, que vous êtes diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, donc de Sciences Po Paris, ancien élève de l'École normale supérieure et de l'École nationale d'administration, donc de l'ENA. Merci encore d'être avec nous ce soir. À vos côtés, nous accueillerons et nous écouterons Jean-Sylvestre Mongrenier, chercheur associé à l'Institut Thomas More, bien connu de nos participants. Bonsoir, cher Jean-Sylvestre, et merci d'être avec nous également. Je rappelle que vous êtes titulaire d'une licence d'histoire-géographie, d'une maîtrise de sciences politiques, d'un master en géographie et que vous êtes docteur en géopolitique. Vous êtes professeur agrégé d'histoire-géographie et chercheur à l'Institut français de géopolitique de l'Université Paris 8. Au sein de l'Institut Thomas More, vous êtes en charge des enjeux géopolitiques et de défense européens. Vous êtes notamment l'auteur, je le montre, d'une géopolitique de l'Europe. Voilà, la voici, parue l'an dernier au PUF, dans l'excellente petite collection Que sais-je. Je dis à tous ceux qui sont avec nous ce soir que c'est un excellent cadeau de Noël. En tout cas, c'est une excellente synthèse brève et très, très complète de la problématique géopolitique européenne. Vous travaillez également depuis des années sur les relations entre la Russie et l'Europe, auquel vous avez également, je fais votre promotion, Jean-Sylvestre, consacré un ouvrage récemment qui s'appelle Le Monde vu de Moscou, également aux éditions, aux presses universitaires de France. Donc, vous travaillez depuis des années sur ces relations entre la Russie et l'Europe et plus globalement sur les enjeux géopolitiques russes et vu de Moscou. Vous travaillez enfin sur la politique européenne de voisinage dans l'Est européen et dans le bassin méditerranéen. Vous êtes donc parfaitement qualifié pour pouvoir échanger avec nous et nous éclairer. Enfin, j'indique que vous avez tout récemment consacré une petite note que je présente ici, que vous trouverez tous sur notre site internet, une petite note à la situation en Ukraine et à la guerre hybride qu'elle subit, sujet non sans lien, la question ukrainienne et les pressions russes qu'elle subit, non sans lien avec notre sujet de ce soir. Alors, afin de rendre nos échanges les plus fluides et les plus vivants possibles, je vous propose une série de questions plutôt que de longs exposés. Vous aurez, messieurs, cher monsieur Légéry et cher Jean-Sylvestre, le temps nécessaire pour répondre à chacune de ces questions, mais tâchons, s'il vous plaît, de conserver 25 à 30 minutes à la fin pour dialoguer tous ensemble. Alors, la première question sera pour vous, cher Fabrice Leggeri, pour entrer dans le sujet. Nous savons donc que la Biélorussie organise des flux migratoires vers les frontières européennes, lituaniennes et polonaises, pour être précis, depuis l'été dernier, si je ne me trompe pas, mais avec un coup d'accélérateur au mois de novembre. Pouvez-vous nous dire, pour commencer, encore une fois, très factuellement, ce qui s'est passé et ce que vous y avez observé? Merci beaucoup, Monsieur Le Sueur, pour l'invitation et bonsoir, mesdames et messieurs. Alors, en fait, cette crise entre la Biélorussie et l'Union européenne est allée crescendo, mais nous avons commencé à observer des signes avant-coureurs depuis quasiment un an. À partir de l'été 2020, donc à partir du moment de cette élection présidentielle de Loukachenko non reconnue par l'Union européenne, nous avons en quelque sorte pressenti que probablement le risque de menaces hybrides utilisant l'immigration illégale faisait partie des scénarios qu'il fallait regarder. Et donc, l'agence Frontex, dans le cadre de ses compétences, qu'on appelle en partie, enfin là c'est un domaine particulier, les études de vulnérabilité de la frontière, c'est en fait une sorte d'audit des capacités des États membres à tenir la frontière. Nous avons fait une étude comme ça dans un cadre régional associant la Pologne, la Lettonie et la Lituanie. Et nous avons essayé de tester, de voir quelle serait la réaction de ces trois États membres dans l'hypothèse où Loukachenko essaierait d'utiliser l'immigration irrégulière comme arme géopolitique. Ça a permis probablement d'anticiper, ça a permis probablement à ces trois États membres d'imaginer non seulement le scénario, mais aussi la réponse, y compris la réponse opérationnelle qu'ils pourraient donner. Et à partir de l'année, on va dire 2021, à partir du début de l'année 2021, on a vu une augmentation régulière
des flux, disons, d'immigrants irréguliers que l'on n'a pas l'habitude de voir sur cette frontière orientale terrestre de l'Union européenne. En général, les flux étaient de l'ordre d'une centaine de franchissements irréguliers par an, avec principalement des nationalités comme des Vietnamiens, des nationalités d'Asie centrale, mais absolument pas des Africains, absolument pas des nationalités comme les Syriens, comme les Irakiens ou des personnes du Maghreb. Et au fur et à mesure que l'année 2021 a commencé à avancer, on a constaté que la Lituanie, au fur et à mesure que la Lituanie prenait des positions favorables à l'opposition biélorusse, en accueillant le leader de l'opposition, en prenant clairement le parti de l'opposition à Loukachenko, nous avons vu que les chiffres d'immigration irrégulière augmentaient, donc multipliés par 2, par 3, par 4, de façon exponentielle, très progressivement, en partant d'un niveau très bas, mais quand même, en regardant en pourcentage, ça paraissait suspect. Donc en tout cas, c'était le signe qu'il se passait quelque chose. Et il y a eu un premier, je dirais, pas qui a été franchi au mois de juin, lorsque la Biélorussie a intercepté un avion de ligne entre Athènes et Vilnius, a forcé cet avion de ligne à atterrir à Minsk, et finalement, c'était pour aller débarquer un opposant au régime de Loukachenko qui circulait dans cet avion entre Athènes et Vilnius, donc entre deux villes de l'Union européenne, entre deux villes de l'espace Schengen. Et donc là, clairement, ça a appelé une réaction de l'Union européenne et des sanctions encore plus fortes sur le plan diplomatique. Et à partir de ce moment-là, on a vu véritablement un premier déferlement de migrants irréguliers arrivant de Biélorussie vers la Lituanie. Pour donner une idée de l'échelle de ce qui s'est passé, pendant la première semaine de juillet 2021, il est entré irrégulièrement en Biélorussie autant de migrants irréguliers que pendant les 6 mois précédents. Donc, on a une accélération qui, bien entendu, a des causes. Cette cause, c'est que, et ça, on a été capable aussi de l'observer simplement en suivant les flux des compagnies aériennes, on voyait qu'il y avait de plus en plus de vols à destination de Minsk, en provenance alors soit de Bagdad, d'Irak directement, soit en provenance d'Istanbul, avec des migrants de différentes nationalités, mais beaucoup d'Irakiens, beaucoup de Syriens, quelques Afghans déjà, et puis des nationalités comme des Congolais, du Congo-Brazzaville, et beaucoup de nationalités subsahariennes également. Donc ça a été le début d'une première attaque hybride, si je peux dire, contre la Lituanie, pas tellement contre la Pologne à ce moment-là. Il y a eu quelques entrées irrégulières également en Lettonie. Et donc, il y a eu une réaction qui a été demandée, une aide a été demandée par la Lituanie, on y reviendra peut-être, et donc à partir de ce moment-là, Frontex, comme agence européenne de garde-frontières et garde-côtes, a lancé une opération de soutien à la Lituanie avec des gardes-frontières et avec du matériel pour faire de la surveillance. On a eu, à partir de l'été, donc tout l'été 2021, il y a eu à peu près 8 000 au total, entre 8 000 et 10 000, enfin on pense depuis l'été, on estime à peu près 10 000 personnes qui sont entrées irrégulièrement, soit à travers la Pologne, soit à travers la Lituanie, soit à travers la Lettonie. Et l'Allemagne, par exemple, indique qu'il y aurait environ 8 000 migrants qui seraient arrivés, vraisemblablement selon l'Allemagne, de Biélorussie, donc depuis en gros l'été, et auraient fait des demandes d'asile donc en Allemagne. Alors, ce qui s'est passé ensuite, c'est que c'est allé crescendo en termes de tension, avec
encore une fois, certains moments, des centaines de personnes forçant le passage de la Biélorussie vers la Lituanie, avec de façon documentée des uniformes, enfin des uniformes à la frontière lituanienne, donc des uniformes biélorusses présents de l'autre côté, qui poussent des migrants, tout ça documenté avec des vidéos. Et puis aussi, nous avions des informations indiquant qu'il continuait à y avoir des vols entre non seulement l'Irak, Istanbul et puis Minsk, mais également, on a eu un peu plus tard, au cours de l'automne, ouverture de lignes aériennes entre Damas et Minsk. Donc voilà, acheminant des Syriens également. C'est à partir de septembre qu'il y a eu également une réorientation des flux vers la Pologne, avec finalement, dans le cadre de la frontière Biélorussie-Pologne, une escalade de violence quasi militaire qui n'était pas observée à la frontière lituanienne. Donc la Lituanie a réagi de manière, je dirais, ferme avec des forces de police, de garde-frontières civiles, en faisant appel à Frontex, on y reviendra peut-être, et en modifiant sa loi nationale pour, en substance, indiquer que le franchissement de la frontière entre les points de passage, entre les points d'entrée officiels est interdit. Donc ça, c'est tout à fait logique, c'est conforme au code frontière Schengen. C'est une interdiction qui vaut pour tout le monde au niveau de toute l'Union européenne. Il est interdit de franchir illégalement la frontière extérieure, et c'est interdit aussi pour des citoyens européens. Et en même temps, cette loi lituanienne indique que les personnes qui sont en recherche de protection internationale, ont besoin de protection internationale, doivent présenter leur demande d'asile dans les postes frontières officiels, donc en arrivant par la voie routière, puisque les postes frontières ont continué et continuent de fonctionner normalement dans le sens de l'entrée et de la sortie entre la Biélorussie et la Lituanie. Alors cette loi, elle est intéressante parce qu'elle a commencé à susciter un débat dans l'Union européenne, on y reviendra peut-être, avec la question, est-ce que cette loi lituanienne est conforme à l'ordre juridique de l'Union européenne? Alors on entend des voix qui disent, non, il y a un devoir absolu d'accueillir toutes les personnes qui se présentent à la frontière, on doit présumer par défaut que tout le monde est un demandeur d'asile, et puis après on verra. Et il y a d'autres voix aussi qui disent, mais le principe même de garder la frontière, c'est d'empêcher les gens de passer, quand ils veulent passer illégalement. Donc ça pose quand même une question juridique, institutionnelle, géopolitique. Sur fond donc, de l'émergence de ces questions, on va dire, juridiques au cours de l'été, avec la Lituanie, on a un deuxième front, si je puis dire, qui s'ouvre vraiment de façon encore plus violente entre la Biélorussie et la Pologne. Là, de façon beaucoup plus massive, on voit des tentatives d'utiliser la force en réponse peut-être à une militarisation aussi de la réponse polonaise, puisque la Pologne a déployé au cours du mois de septembre et début octobre, avait à peu près aligné 25 000 personnels, 12 000 gardes-frontières civils, 13 000 militaires. Et donc, on avait à peu près tous les... Moi, j'ai été invité par les autorités polonaises à visiter la frontière début octobre, le côté polonais. On avait à peu près tous les 150 mètres, soit un militaire, soit un garde-frontière, dont la mission, en tout cas la mission des militaires, était de surveiller, de faire de la surveillance visuelle, jour et nuit. La Pologne, avec l'armée, a construit une première clôture. Il n'existait pas de clôture matérialisant la frontière, donc la Pologne a décidé de construire une clôture en annonçant qu'elle construirait une clôture un peu plus solide et définitive dans un deuxième temps. Et donc, on a assisté également à la violation de l'espace aérien polonais par une centaine de drones venant observer, donc des drones venant de Biélorussie, observant ce qui se passait du côté polonais pour déterminer quels étaient les points vulnérables de la frontière,
pour forcer le passage et infiltrer les migrants. Et donc, on est arrivé à des situations entre la Pologne et la Biélorussie où les Biélorusses abattaient des arbres pour les faire tomber sur la clôture polonaise et détruire, endommager l'infrastructure polonaise. Il y a eu des tirs d'armes, des coups de feu côté biélorusse, des menaces en train de recharger les armes en visant des militaires polonais. Les Polonais ont également tiré des coups de feu en l'air. Mais c'était vraiment des incidents assez sérieux, disons, qui se sont déroulés entre octobre et novembre, avec à certains moments tir d'une cinquantaine de coups de feu en l'air par l'armée polonaise. Et puis, on avait également, bon, à un moment, usage de gaz lacrymogène et de canons à eau par les gardes-frontières polonais pour contenir une tentative de passage en force de plusieurs centaines de personnes. On a pu observer aussi qu'au côté biélorusse, les arrivées continuaient et qu'entre Minsk et la frontière polonaise, il y avait plusieurs milliers de personnes qui étaient guidées par les autorités de Biélorussie. Et donc, il y avait clairement la préparation d'une attaque, enfin d'une attaque avec des pauvres airs qui étaient jetés sur la route et forcés finalement d'entrer illégalement en Pologne. Donc ça, bon, ce sont des faits, disons, d'une violence, d'une intensité que nous n'avions pas connue jusqu'à présent, nulle part, à aucune frontière. Et il y a eu également bon, des victimes, probablement d'hypothermie, des personnes sont décédées, une dizaine dans l'espèce de no man's land, enfin, coincées entre, d'un côté, les forces biélorusses qui les empêchent de revenir en arrière vers la Biélorussie, et face aux forces polonaises qui les empêchent d'entrer. Et donc voilà, donc c'est une situation qui montre aussi que ce que cherche la Biélorussie, c'est à créer des victimes, à créer une émotion. Évidemment, c'est un chantage humanitaire, parce que ce qui est cherché là, c'est à faire pression, parce que nous savons très bien que ce sont des images inacceptables. Et d'ailleurs, ce que j'ai pu observer, c'est que très vite, même à Varsovie, un certain nombre d'acteurs, d'ONG ou de l'opposition gouvernementale en Pologne saisissait Frontex en me disant « Mais qu'attendez-vous pour intervenir? Qu'attendez-vous pour dénoncer la politique inhumaine de la Pologne ?» Voilà, donc ça montre à la fois une violence très déterminée, une organisation clairement de flux migratoires totalement artificiels, délibérément pour faire un jeu géopolitique. Et puis en même temps, on voit les fissures que ça a introduit côté de l'Union européenne, sous l'angle politique, avec ces images de détresse humanitaire, avec tout d'abord en Pologne, voilà, un débat à l'intérieur de la Pologne, opposition contre le gouvernement, et puis au niveau de l'Union européenne, qu'est-ce qu'on fait entre un principe humanitaire et puis quand même ne pas laisser forcer notre frontière, et surtout pas par ces moyens-là. Donc voilà un petit peu pour les faits tels que nous avons pu les observer. Je vous remercie. Je me demande une demande de précision. Est-ce que vous pouvez nous dire les principales nationalités des migrants passés à ces deux frontières, lituaniennes et polonaises, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui a été observé? Les principaux groupes, naturellement. Alors, les principaux groupes, ce sont d'abord assez massivement des Irakiens. Il y a actuellement en Pologne 1500 Irakiens à peu près qui ont fait des demandes d'asile en cours d'examen et qui, à un moment, risquent de devoir être éloignés. Nous avons donc déjà commencé à travailler avec la Pologne à effectuer des éloignements vers Bagdad. Donc il y a des Irakiens, il y a des Syriens qui, bon, évidemment, là, ne sont pas éloignables compte tenu de la situation en Syrie. Il y a quelques Afghans. Et puis, il y a eu, mais ça c'était plutôt en Lituanie au cours de l'été, beaucoup de Congolais, beaucoup de nationalités subsahariennes. Donc c'était assez contrasté en Lituanie, des nationalités subsahariennes, pour certaines francophones, hein, et donc avec probablement comme objectif
on peut l'imaginer, la France ou la Belgique francophone. Et puis, pour beaucoup d'autres, c'était l'Allemagne qui était l'Eldorado, parce qu'on leur avait raconté qu'il suffisait de passer la clôture et que de l'autre côté, c'était l'Allemagne. Mais ils ont découvert, à leur grande surprise, que ça n'était pas l'Allemagne, que c'était la Lituanie, un pays dont ils n'avaient jamais entendu parler. Et puis après, pour ceux qui sont entrés en Pologne, ils ont découvert qu'ils étaient en Pologne et que ça n'était pas encore l'Allemagne. Donc voilà, c'était ça un petit peu les nationalités qui sont arrivées. D'accord, merci pour ces éléments. Je vous laisse la parole, Fabrice Légéry. On a tous en mémoire également ce qui s'est passé en Turquie en 2015-2016, et puis avec un nouveau coup de pression en mars 2020, si je ne me trompe pas, sur la frontière grecque. Donc, au poste d'observation qui est le vôtre, vous avez eu à vivre ces deux théâtres, enfin, à connaître ces deux théâtres. Quel rapprochement et quelle différence vous feriez sur ce que vous avez pu observer? Alors, peut-être en termes de méthode, etc., mais aussi pour ce que vous pouvez nous en dire sur les intentions géopolitiques, si je puis dire, des deux pays concernés. Absolument. Je crois que voilà, cette crise avec la Biélorussie ne doit pas nous faire oublier que la première grande crise géopolitique utilisant l'immigration irrégulière comme menace hybride, ça a été avec la Turquie. Et fin février 2020, quand Erdogan a annoncé que les frontières vers l'Union européenne étaient ouvertes, que 150 000 migrants pouvaient se mettre en route vers l'Union européenne, mais enfin, ça voulait dire concrètement plutôt vers la Grèce que vers la Bulgarie, ça a provoqué une réaction immédiate des autorités grecques qui ont appelé l'Union européenne en soutien, qui ont demandé une intervention rapide de Frontex en activant le mécanisme de crise à la frontière terrestre entre la Grèce et la Turquie, donc sur la frontière de l'Evros, et puis à la frontière maritime en mer Égée. Il y a eu une réaction très unanime et très immédiate de l'Union européenne à ce moment-là. Donc c'était peut-être quelque chose qui a été détecté plus rapidement que la crise biélorusse. Je dirais la crise biélorusse est un phénomène qu'on a vu monter depuis un an, avec des signes avant-coureurs depuis le début de l'année. Mais comme ça se passait peut-être loin de Bruxelles, loin des théâtres d'immigration irrégulière habituels, et puis certains disaient, bon, allez, ce sont quelques centaines, c'est quelques milliers, qu'est-ce que c'est 5 000 migrants irréguliers dans une Europe qui, de toute façon, considère que 160 000 entrées irrégulières, c'est une bonne année, pas trop grave. Donc, il y a eu un petit peu ça, mais la Turquie, clairement, a voulu utiliser l'arme migratoire, je pense pour des motivations d'abord financières, puisque c'était la discussion entre l'Union européenne sur oui ou non une rallonge budgétaire pour que la Turquie continue à payer, à se faire payer pour garder des millions de réfugiés. Donc c'est une question à 6 milliards d'euros en gros. Et, donc, je pense que la différence, c'est que Loukachenko est en train de jouer la survie de son régime, alors que Erdogan est plutôt dans une partie de bras de fer avec l'Union européenne pour avoir de l'argent, pour montrer qu'il a le pouvoir d'ouvrir et fermer la vanne de l'immigration irrégulière, pour montrer où se trouve la Turquie sur la carte du monde, pour nous rappeler peut-être aussi que au-delà de l'immigration irrégulière, il y a derrière ça des questions sécuritaires, parce que voilà, derrière la Turquie, sur la carte, il y a la Syrie, et il y a quand même des zones d'instabilité autrement plus dangereuses en termes de terrorisme que bon, ce qui peut arriver directement de Biélorussie. Et donc, il y a eu aussi en termes de méthode, probablement, bon, l'idée pour la Turquie de superposer un petit peu avec les tensions régulièrement gréco-turques. Ce qui fait que quand on a commencé, et Frontex l'a fait très rapidement, à dénoncer des actes hostiles qui étaient, par exemple, le jour, enfin la veille du début de l'opération de Frontex en Grèce, on a eu, enfin du début de cette intervention rapide, mais nous avions déjà une présence,
il y a 2 F-16 de l'armée turque, de l'armée de l'air turque, qui ont violé l'espace aérien grec pour aller harceler un avion danois qui venait d'arriver pour travailler pour Frontex. Et puis ensuite, on a eu de façon régulière des bateaux de garde-côte turcs qui violent tous les jours les eaux territoriales grecques, ça va de soi, j'ai envie de dire, mais qui ont provoqué presque des collisions, ont provoqué plusieurs collisions avec des bateaux de garde-côte grecs, mais au bout d'un moment, on commençait à s'en prendre aussi aux bateaux déployés par des États comme la Roumanie, comme la Lituanie, la Finlande, la Suède, avec des incidents qui parfois duraient 1 heure et demie. C'est-à-dire que le bateau turc essayait d'isoler, essayait de percuter, encerclait un bateau déployé par Frontex, enfin par ses États membres. Et donc, moi, ce qui m'a frappé, c'était aussi les nationalités des navires déployés par Frontex qui ont été victimes de tels agissements. Alors, il y a eu d'abord la Roumanie, et je trouve que c'est assez intéressant de voir que dans certaines vidéos de propagande turque, il y a quelque chose qui les agace, c'est de voir passer les gardes-côtes roumains à travers le Bosphore pour passer de la mer Noire à la mer Égée et aller rejoindre les opérations de Frontex en Grèce. Donc on voit bien que ça les titille que les Roumains passent par là, en utilisant la liberté de navigation. Et ensuite, on a vu 2 nationalités neutres, donc membres de l'Union européenne, mais neutres. Donc la Finlande, un bateau de garde-côte finlandais qui a été harcelé comme ça longtemps. Simplement, les Finlandais ne lâchent pas parce qu'ils sont habitués à être garde-frontière dans un environnement compliqué où on sait qu'on ne lâche pas d'un pouce. Et quand on sait qu'on est dans son bon droit, on le montre. Et donc, il y a eu ce comportement que j'ai trouvé assez intéressant. Et puis, il y a eu un bateau suédois également déployé dans l'opération de Frontex qui a été harcelé. Et là, bon, la réaction est un peu différente de celle des Finlandais. Donc voilà, moi je dirais que la Turquie a été le premier pays à se livrer à cela, à une échelle potentiellement beaucoup plus grande, parce que il y a 3 ou 4 millions de réfugiés ou de migrants potentiels en Turquie. Donc effectivement, la menace est à prendre au sérieux. Si Erdogan dit j'ouvre toutes les vannes, bah oui, toutes les vannes, c'est 3 millions de personnes qui peuvent débarquer. Bon, si Loukachenko dit j'ouvre toutes les vannes, c'est 15 000 personnes. Alors, il y a aussi en termes, je dirais, d'attitude, il y a toujours un côté un peu cyclotimique avec la Turquie. C'est qu'il ne pousse jamais le bouchon, si je puis dire, à un point d'une escalade militaire qui pourrait devenir un conflit militaire. Alors que entre la Biélorussie et la Pologne, le risque vraiment d'un dérapage, je dirais, mais vraiment incontrôlé, moi, m'a quand même inquiété et m'a frappé. Avec la Turquie, entre Grèce et Turquie, on a quand même l'impression que bon, il y a un savoir-faire à gérer la tension jusqu'à un certain point et à faire retomber la pression quand manifestement il faut le faire parce que la Turquie ne joue pas sa survie politique là-dessus et joue simplement quelques milliards d'euros et une reconnaissance d'un statut avec peut-être aussi derrière une question qui nous est posée à nous, Européens. Qu'est-ce que nous avons proposé? Quelle est la relation entre l'Union européenne et la Turquie? C'est vrai que l'Union européenne leur a promis depuis des décennies l'adhésion. Bon, voilà, est-on sérieux? Enfin voilà, je pense qu'il y a aussi des frustrations et donc une relation beaucoup plus émotionnelle entre la Turquie et l'Union européenne qu'entre la Biélorussie et l'Union européenne. Donc voilà un petit peu pour comparer. Je vous remercie. On a reçu 2 petites questions, donc je vous demande d'y répondre rapidement avant de poursuivre. Est-ce que vous pouvez nous donner soit en moyenne, soit avec les pics, les chiffres annuels d'entrée irrégulière? Et d'autre part, il vous a demandé si vous avez connaissance d'autres exemples actuels d'utilisation par des pays d'immigration comme arme. Vous avez dit que non, puisqu'à priori, en tout cas en Europe, puisque vous parlez Turquie et Biélorussie. Mais si vous avez d'autres exemples, n'hésitez pas.
Alors, d'autres exemples qui frapperaient l'Union européenne aujourd'hui, non. D'autres exemples dans le monde qui frapperaient d'autres pays sur d'autres continents, je n'en ai pas non plus. Le nombre d'immigrés, enfin de franchissements irréguliers, c'est actuellement environ 170 000 entrées irrégulières depuis le début de l'année, ce qui correspond à une augmentation d'à peu près 70% par rapport à l'année 2020. L'année 2020 n'était pas représentative puisque, bon, avec la pandémie, les voyages étaient plus compliqués. Et il faut savoir que quand même beaucoup de migrants irréguliers arrivent soit par des routes compliquées, illégales à travers l'Afrique, et ceux qui arrivent à Istanbul arrivent en avion. Ceux qui arrivent à Minsk arrivent en avion très confortablement. Parfois, même ne sont pas obligés de venir avec un visa. Donc ça veut dire tous ces mouvements ont été gênés par les restrictions de voyage pendant la pandémie, puisque des migrants sont restés coincés soit dans leur pays d'origine, soit dans les pays de transit. Et donc l'année 2020 n'a pas été représentative de la pression. Mais même si on compare à l'année 2019, la dernière année avant la pandémie, on est déjà face à une augmentation entre 40 et 50%. Donc on peut penser qu'en 2021, il y aura entre 40 et 50% de plus d'entrées irrégulières que l'année 2019. Sachant que, de façon générale, on va dire sur la dernière décennie, on voit bien que depuis le printemps arabe, on a cessé d'avoir une augmentation de la pression migratoire. On a eu un pic en 2015-2016, on a eu le pic de 2015 avec la grande crise migratoire en Grèce, 1,2 million de personnes qui sont arrivées illégalement. Après, on est redescendu en 2017, 18, 19 à des chiffres plus raisonnables, mais qui étaient quand même des chiffres supérieurs à l'avant-printemps arabe. Donc globalement, sur une décennie, ça augmente. Aujourd'hui, nous nous réjouissons, entre guillemets, nous considérons comme stabilisé 160-170 000 entrées irrégulières, mais c'est déjà bien plus que l'année du printemps arabe. Donc il faut être conscient de cette augmentation structurelle. Je vous remercie. Les questions pleuvent, mais je vous les garde pour tout à l'heure sur le cas du Maroc, sur vos moyens, etc. On en parlera tout à l'heure. Je me tourne pour l'instant vers vous, cher Jean-Sylvestre. Vous avez, je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup travaillé sur la Russie, vous travaillez actuellement sur la Turquie. D'ailleurs, plaisir d'annoncer un scoop ce soir, c'est que vous préparez un nouveau livre sur la géopolitique turque qu'on a hâte de lire. Vous avez, je l'ai dit tout à l'heure aussi, pas mal exploré les notions de menace hybride et de guerre hybride. Vous est-il possible de nous décrire ce qui se passe, je ne dirais pas théoriquement, mais au moins conceptuellement? La Biélorussie, et on verra derrière elle le rôle que la Russie peut tenir, et la Turquie sont-elles en train, en effet, de concevoir bel et bien une arme d'un nouveau genre, hybride sans doute, mais diablement efficace? Comment est-ce que vous voyez ça, vous? Oui, mais alors il faut revenir sur le concept de guerre hybride. Je crois que la première occurrence du terme, ça doit être en 2004 ou 2005. Alors c'était avec en toile de fond ce qu'on appelait la guerre contre le terrorisme à l'époque. Et donc l'idée, c'était de montrer comment il y avait une certaine globalisation du conflit avec intervention d'un certain nombre de Alors c'est surtout à partir de 2014 que Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, ça a un petit peu grésillé, mais là, on vous entend bien. Alors c'est surtout à partir de 2014 que le concept est imposé, et c'est l'intervention russe en Ukraine, la saisie manu militari de la Crimée, et ensuite le déclenchement d'une guerre hybride au Donbass. Et donc là, on a parlé de fait de guerre hybride. Finalement, ce qu'on appelle une guerre hybride, c'est ce qu'on appelait autrefois une guerre couverte ou encore une guerre irrégulière. Donc, on utilise ce que l'on appelle des proxies, des forces par procuration, de façon à
pouvoir nier le fait qu'on est engagé dans un conflit, donc d'une part, et puis d'autre part, il y a une extension de la conflictualité, une extension du domaine du conflit à d'autres champs. Alors c'est vrai que quand on parlait de l'Ukraine, ou quand on parle de l'Ukraine, de ce qui se passe sur tout l'isthme de la Baltique à la mer Noire, on songe surtout à des opérations de propagande, de guerre psychologique dans le champ du numérique, adopté par les nouvelles technologies de l'information, de la communication. C'est que finalement, cette logique de conflit, elle investit de nouveaux domaines, et c'est ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est notamment le champ migratoire, l'utilisation des flux migratoires comme arme, ce qu'on appelle également l'arsenalisation des flux migratoires. Alors l'objectif global, bien sûr, c'est d'enregistrer des gains tactiques, voire stratégiques, tout en restant en dessous du seuil de déclenchement d'un conflit ouvert, parce qu'il y a quand même le risque nucléaire qui existe, la possibilité d'une escalade, et c'est justement pour ça d'ailleurs que plutôt qu'à une escalade horizontale, ce à quoi on assiste, c'est une escalade verticale, pardon, ce à quoi on assiste, c'est l'escalade horizontale. Sylvestre, on ne vous entend plus, ça grésille. Ah bon, moi je t'entends bien. Ça semble revenu. C'est bon. Donc, une fois qu'on a défini le concept de guerre hybride, on peut quand même manifester ou faire preuve d'un certain nombre de réserves, parce qu'il y a un côté très technique. Finalement, on décortique ces concepts, et puis ça pourrait nous divertir de l'essentiel. L'essentiel, là, c'est qu'il y a une forme de conflit général qui monte, qui s'amplifie, qui est de plus en plus important, et c'est pour ça que, à mon sens, il faut réinvestir le concept de guerre froide. On est bien dans un état hybride de paix-guerre, une instabilité qui est croissante, et ça se constate là aussi dans le domaine des champs migratoires. Alors, quelle était la suite de ta question pour y revenir une fois qu'on a défini le concept de guerre hybride? Oui, c'était vraiment effectivement de commencer à essayer de conceptualiser cette notion de guerre hybride et la place qui tient l'instrumentalisation des flux migratoires dans des stratégies hostiles. Alors c'est là où peut-être qu'il serait intéressant toi aussi que tu nous dises, vous aussi, on se voit plutôt, que tu vous nous quelle différence vous voyez entre l'action de la Biélorussie et encore une fois avec le sujet de la Russie derrière elle et la Turquie. Alors, le sujet a déjà été largement abordé. Je crois qu'il a été correctement décrit parce qu'il y a quand même une différence importante. La Biélorussie, le fait est qu'elle est prise en main par la Russie, contrairement à ce qu'on pouvait espérer il y a encore quelques années. Il y a une union de Russie-Biélorussie qui se traduit, notamment sur le plan sécuritaire, et Loukachenko n'a pas de véritable latitude d'action en dehors de ce que lui permet finalement Vladimir Poutine, ce qui fait qu'il n'y a pas tellement d'interrogations sur l'attitude de la Russie dans cette question. On l'a vu d'ailleurs au moment où les tensions montaient le plus. C'est le moment qui a été choisi par la Russie pour déployer un certain nombre de moyens militaires. Il y a des bombardiers nucléaires qui ont été déployés et qui ont volé dans la partie ouest de la Biélorussie. Il y a des manœuvres, il y a eu des parachutistes russes qui ont sauté, qui ont manœuvré avec leurs homologues biélorusses. Et donc, si on replace les choses du point de vue de la Russie, à mon sens, il y a bel et bien une grande stratégie de confrontation avec l'Europe, avec l'Occident. Et la Biélorussie, dans cette affaire, c'est un théâtre avec un domaine privilégié. En l'occurrence, c'est le domaine migratoire. Alors que pour la Turquie, comme ça a été dit, les objectifs turcs sont quand même plus limités. C'est avant tout un chantage qui vise à obtenir un certain nombre de gratifications en retour. Donc, on a dit précédemment que c'était une question à 5 ou 6 milliards, qui vise donc à une sorte de retour finalement sur investissement. La Russie investit, la Turquie investit
il n'y a pas d'objectif de démantèlement de l'Union européenne, de dissociation entre les pays européens et leurs alliés américains. Donc d'un côté, c'est vrai que du point de vue migratoire, il y a plus grande latitude d'action si on regarde la Turquie, parce qu'il y a 4 millions de réfugiés sur place. Et c'est vrai que si les frontières étaient pleinement ouvertes, si la Turquie jouait cette carte-là, les effets seraient beaucoup plus terribles là, et on aurait beaucoup plus de mal à relever le défi. En revanche, les objectifs sont quand même plus limités. La Turquie, elle joue sa partie en Méditerranée orientale, il y a la question des relations gréco-turques, dans le Caucase, en Asie centrale, c'est son espace de jeu, et finalement, à l'égard de la Russie, son attitude est assez ambiguë. On a vu ces dernières années se nouer une sorte de partenariat conflictuel entre la Russie et la Turquie, ce qu'on a pu appeler une entente brutale, sur un certain nombre de questions, et puis sur d'autres, on voit la tension monter, notamment en Ukraine, en mer Noire, ce qui fait que la relation reste quand même très incertaine entre la Turquie et la Russie, et la Turquie doit se ménager quand même un certain nombre de garanties du côté occidental. La Biélorussie, avec l'appui de la Russie, qui finalement est un pion dans un jeu beaucoup plus large, avec des objectifs beaucoup plus ambitieux, et puis la Turquie qui cherche avant tout à obtenir un certain nombre de contreparties en raison du fait qu'elle accueille chez elle quelques millions de réfugiés, de déplacés, peu importe leur appellation. Et le fait est que ça représente une charge extrêmement lourde. Le fait est qu'on a contractualisé cette relation avec la Turquie, qu'il y a un certain nombre de promesses qui ont été faites. La Turquie ne tient pas toutes ses promesses, l'Union européenne ne les tient pas non plus tout à fait, parce que peut-être que certaines promesses avaient été faites de manière inconsidérée, notamment par exemple la suppression des visas entre la Turquie et l'Union européenne. Donc il y a une sorte de jeu qui est mieux maîtrisé. Merci. Oui, merci Jean-Sylvestre. Alors maintenant, si je vous interroge côté européen, de notre côté à nous, comment analysez-vous les réponses européennes? Voyez-vous les dirigeants européens capables de chausser les lunettes géopolitiques dont je veux parler tout à l'heure? Vous êtes un lecteur assidu de Julien Freund et vous employez souvent sa notion d'impolitique. Voyez-vous les Européens capables de sortir de la situation, ou comment définiriez-vous ce que vous appelez cette impolitique, et comment y réagir? Alors la politique, le fait est que c'est un terme que j'ai repris à Julien Freund. Là, il y a même un ouvrage, un recueil d'essais politiques et apolitiques qui a été publié chez Siret dans les années 80, mais c'est pas un néologisme qui a été créé par Julien Freund. Le terme est employé par Robespierre et de par Chateaubriand. Et donc, ce que Freund appelle l'impolitique, finalement, c'est cette prétention à agir dans le champ politique, mais en méconnaissant ce qu'est le politique. Alors, l'essence du politique. Alors, c'est vrai qu'en français, le politique, ça passe pas toujours très bien. En italien, on distingue la politica, ce qu'on pourrait appeler pour faire vite la politique politicienne, ou la politique dans les formes historiques contingentes qu'elle peut prendre, de lo politico, et là, c'est l'essence du politique. Alors, qu'est-ce que l'on appelle une essence? Enfin, qu'est-ce que Freud appelle une essence, en l'occurrence? C'est une activité originaire qui est consubstantielle à l'humanité, et donc à la condition humaine, dirais-je, et il distingue un certain nombre d'essences, comme la morale, l'esthétique, la religion, la science. Il doit en distinguer 5 ou 6 au total. Et chacune de ces activités originaires, chacune de ces essences a son objectif propre, ou plutôt sa finalité propre, avec ses moyens spécifiques. Alors, si on se reporte aux politiques, son objectif propre, sa finalité propre, c'est la concorde intérieure et la sécurité
extérieure. Voilà ce que recouvre le bien commun. Et pour atteindre ces objectifs, il utilise donc un certain nombre de moyens spécifiques. Ces moyens spécifiques, c'est le pouvoir, c'est la puissance et exceptionnellement la violence. Exceptionnellement, en tout cas, quand on est dans un régime démocratique, constitutionnel, pluraliste. Donc voilà ce qu'il appelle l'essence du politique. Et si on contrevient finalement à cette essence du politique, tout en prêtant agir politiquement, eh bien, on est dans le champ de l'impolitique. Alors concrètement, qu'est-ce que ça serait la politique aujourd'hui? Ça serait prétendre donner, conférer un objectif moral à notre action politique, plutôt que d'assurer la concorde intérieure et les conditions qui permettent la concorde intérieure, donc à l'intérieur des différents États européens, à l'intérieur de l'Union européenne, plutôt que d'assurer la sécurité des citoyens vis-à-vis des menaces extérieures. L'objectif, ça serait d'accueillir finalement toute l'humanité qui se présente aux portes de l'Union européenne, et puis de prétendre construire ce qu'on pourrait appeler une sorte de tour de Babel. Donc voilà comment, à partir de la question concrète que l'on aborde aujourd'hui, il est possible là, de définir ce qu'est l'impolitique. Alors si on revient donc à cette question concrète, Désolé. Sylvain, je ne sais pas si tu m'entends, mais vraiment, ça coupe beaucoup. Oui, Jean Sylvain, tu peux recommencer parce que ça coupe vraiment beaucoup. Et donc, je recommence à partir d'où? Ta réponse complète, parce que ça a vraiment coupé et grésillé. Ah bon, donc je reviens sur ce qu'est l'impolitique. Voilà. Alors, sur l'impolitique, finalement, c'est une action politique qui déroge à ce qu'est le politique dans son essence. Je résume mon propos. L'essence du politique, qu'est-ce que c'est? C'est le bien commun. Le bien commun, en l'occurrence, c'est assurer la concorde intérieure d'une unité politique et assurer sa sécurité extérieure. Et c'est non pas essayer de bâtir une tour de Babel. Là, ça n'est pas donner, conférer un objectif moral, finalement, à ce qu'est l'action politique. Donc ça, c'était simplement pour rappeler ce qu'est l'impolitique. Alors, en l'occurrence, est-ce que nos dirigeants politiques sont capables de faire face à la situation? Je dirais que sur un plan théorique, il faut le postuler. La liberté, c'est le postulat de l'action. Si on considère que tout est strictement déterminé, qu'il y a une sorte de mécanisme déterministe qui interdit toute attitude d'action, c'est plus la peine d'essayer d'agir. Ensuite, si on regarde ce que sont les politiques, je pense que dans la réalité, ils sont moins angéliques qu'ils ne veuillent bien le laisser penser. C'est-à-dire que l'activité politique, le combat pour le pouvoir, c'est quand même une épreuve extrêmement stressante, et ceux qui se livrent à cette activité, ils ont généralement un niveau d'énergie, voire d'agressivité qui est supérieur à la moyenne. Donc là encore, on peut penser qu'un certain nombre de dirigeants politiques à l'intérieur de nos États, à l'intérieur de l'Union européenne, sont capables de faire face. Maintenant, ce qu'il faut bien voir, c'est que ces dirigeants politiques, ils ne tombent pas de Sirius. Ils émergent à partir des sociétés qui sont les nôtres, donc des sociétés, les sociétés occidentales pourraient être qualifiées comme des sociétés post-modernes, qui sont justement en proie à un certain nombre d'idéologies douces qui faussent notre perception du politique. Et donc, au-delà de la capacité des dirigeants à faire face, il me semble que la vraie question, c'est la capacité de nos sociétés à faire face, la capacité de nos concitoyens, de nos compatriotes à faire face à la réalité de la situation. Et lorsque Julien Freund parlait d'un politique,
lorsqu'il parlait de détresse du politique. Son idée, ça a été certainement pas de désigner les responsables politiques, les dirigeants politiques comme la cause de tous nos malheurs, mais de dresser une sociologie des sociétés occidentales de notre modernité tardive, nos sociétés occidentales postmodernes, et d'identifier un certain nombre de lacunes, un certain nombre de caractéristiques qui empêchaient une saisie correcte, une pleine intelligence de ce que devait être l'action politique. Merci Jean-Sylvestre. Fabrice Leggeri, est-ce que vous sentez, alors, de manière plus opérationnelle et concrète sur le terrain, est-ce que vous sentez cette tension entre le dur de la politique et une forme d'angélisme qui peut être incapacitant? Est-ce que vous sentez chez un certain nombre de dirigeants européens ou dans les institutions, alors sans nommer et sans excès, mais est-ce que vous sentez cette tension-là, cette tension morale? Parce que l'attitude face à la question migratoire, il est vrai qu'elle est fondamentalement morale, elle est très politique, mais elle est aussi morale. Est-ce que vous sentez ça? Je pense qu'il y a je partirais du point de départ de nos sociétés aujourd'hui et l'état du droit tel qu'il existe fait que nous sommes un peu démunis, ou en tout cas nous retrouvons face à une réalité que nous n'attendions pas. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on regarde par exemple le code frontière Schengen, il dit, il est interdit de franchir irrégulièrement la frontière entre les points de passage. Donc, on doit gentiment passer par le poste frontière, par la route, par la voie ferrée, par l'aéroport. Et on est dans un environnement où finalement on partait du principe que, ça c'est le principe tel que tout le monde va le respecter. Et si quelqu'un ne le respecte pas, c'est que forcément cette personne-là est en détresse, que cette personne-là doit être aidée. Et donc on a comme opposition, on a une opposition juridique et une clarification nécessaire. D'ailleurs, il y a des discussions en cours. La Commission européenne a aussi annoncé qu'elle travaillait là-dessus et il y a une demande d'un certain nombre d'États membres. Une douzaine d'États au moins ont signé une lettre demandant des clarifications. Et moi, sur le plan opérationnel, j'ai besoin de clarifications entre l'impératif juridique qui nous dit on ne laisse pas passer les gens qui veulent passer irrégulièrement. Et de l'autre côté, on nous dit ah oui, mais il y a un principe de non-refoulement, ce qui est vrai aussi. Toute personne en demande de protection a droit à l'asile. Alors comment fait-on? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on organise peut-être d'abord nos outils juridiques, notre cadre juridique européen, ce qui veut dire aussi quelle est la politique que nous voulons. Parce que le droit, le législateur, après tout, c'est la cristallisation d'une volonté politique ou d'un choix politique majoritaire à un moment. Et personne n'est capable de me répondre à cela. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des voix qui disent non, il faut aller. Et là, en général, je vous indiquais la réaction en mars 2020. La réaction face à la Turquie était unanime. Donc, dans un moment d'adversité, effectivement, le pouvoir politique, en tout cas tel que je l'ai expérimenté par les conseils des ministres, par tout ce qui est venu du plus haut niveau, la réaction a été extrêmement claire, déterminée. C'était unanimité à soutenir la Grèce. Ce que fait la Turquie n'est pas acceptable. Il y a eu des propos disant la Grèce est le bouclier de l'Union européenne, au plus haut niveau de l'Union européenne. Et puis, il faut une opération de Frontex et les États membres de l'Union européenne, par la participation aux opérations de Frontex, manifestaient leur soutien opérationnel, ce qui voulait dire qu'il y avait vraiment une adhésion politique totale à cela. Et en même temps, je dois aussi, d'un autre côté, me justifier vis-à-vis d'un certain nombre d'acteurs qui disent mais tout ça, c'est pas bien parce que en fait, vous bloquez, vous
fait des pushbacks, c'est un terme que certains utilisent, qui veut dire beaucoup de choses et n'importe quoi et sans définition. Moi, je préfère parler du principe de non-refoulement, qui est un principe consacré par le droit positif, mais pas des notions un petit peu vagues. Mais voilà, comment fait-on? Comment fait-on quand on a d'un côté un impératif politique assez clair de dire on ne cale pas au milieu du gué, on continue, on protège la frontière, et puis de l'autre côté, on a l'impératif contradictoire de dire mais c'est pas bien, là, vous violez les droits de l'homme parce que vous êtes un peu trop musclé. Et on a la même situation en Lituanie. La loi lituanienne est-elle conforme à l'ordre juridique européen, oui ou non? Si c'est oui, qu'elle est conforme, donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, on continue, on fait des préventions d'entrée et on peut participer en tant qu'agence. Bon, nous avons 150 personnels, 140 personnels déployés en Lituanie. Nous pouvons continuer tranquillement à faire de la détection des entrées irrégulières et à prévenir les autorités lituaniennes pour qu'elles interceptent. Et donc, il n'y a aucun souci si tout ça, c'est correct juridiquement. Soit on nous dit non, tout ça, ce n'est pas correct juridiquement. Et moi, j'ai le devoir, parce que c'est dans le mandat de l'agence de Frontex, dans le règlement de l'Union européenne qui fonde l'agence, j'ai le devoir, et c'est ma responsabilité, je trouve que c'est là aussi qu'on a un souci, parce que c'est de suspendre, d'arrêter les opérations. Imagine-t-on un seul instant qu'au moment, cet été, où Loukachenko pousse des migrants, des centaines de migrants vers la Lituanie, ou imagine-t-on alors que des milliers de migrants sont poussés par les autorités turques vers la Grèce, si je dis ah bah finalement, moi, non, je considère que je dois arrêter parce que je considère que c'est une violation des droits de l'homme de garder la frontière. Mais on est schizophrène. Et donc, je pense que c'est ça qu'il faut clarifier, peut-être aussi être capable d'être moins naïf. Il y a des voisins, il y a des situations qui sont normales, il y a des situations qui ne sont pas normales. Et il faut être moins naïf. Et c'est là que l'Union européenne doit gagner en maturité. Et c'est là que moi, en tout cas, sur le plan opérationnel, j'ai un gros souci si je n'ai pas de réponse à cette clarification nécessaire. Je vous remercie. Vous savez que cet après-midi, le président de la République française, Emmanuel Macron, a fait une conférence de presse sur le programme de la présidence française de l'Union européenne. Il a annoncé sa volonté de réformer Schengen. S'il était parmi nous à l'instant, que lui diriez-vous? Non, plus sérieusement, c'est selon vous, pour renforcer votre mission auprès, on a dit tout à l'heure qu'on en parlerait, vraiment en collaboration et en appui de missions, enfin de l'accomplissement des États membres, qui sont les premiers gardiens de leurs frontières, mais qui est aussi, pour les frontières extérieures, la frontière commune des Européens. Qu'est-ce que, à vos yeux, Frontex pourrait faire de mieux et de plus dans cette mission de garder la frontière commune? Quelles propositions vous pourriez mettre sur la table? Aujourd'hui, bon, nous avons à peu près 2200 membres du corps européen qui sont sur le terrain, déployés aux frontières extérieures de l'Union européenne. Il y en a aussi quelques-uns qui sont dans des pays des Balkans, puisque nous avons des accords, mais enfin, bon, ça permet de contrôler la route migratoire à travers les Balkans. Donc, nous avons un corps européen qui grandit. Ça a été la volonté du législateur, c'est une volonté politique de l'Union européenne de créer le corps européen. L'objectif, c'est d'avoir 10 000 membres du corps européen en 2027, de déployer des forces propres de l'agence en soutien aux États. Et aujourd'hui, par exemple, j'ai signé un accord avec la Lituanie qui va nous permettre d'utiliser en Lituanie des armes à feu. C'est dans notre règlement européen fondateur du corps européen. Bon, il y avait un certain nombre de problèmes techniques, juridiques qui n'étaient pas encore résolus. Les Lituaniens vont nous prêter des armes à feu qui vont équiper les gardes-frontières déployés, qui sont des employés de Frontex, donc des agents publics européens en uniforme européen, portant des armes à la frontière, en l'occurrence du Bélarus. Donc, nous sommes en train de déployer un corps européen, ils sont formés, ce sont des gardes-frontières. Bien sûr, c'est un corps encore jeune, certainement nous avons encore beaucoup à apprendre, mais nous sommes, je dirais, dans une relation de confiance, et il faut avoir une relation de confiance avec les États membres.
pour que les États membres continuent à nous inviter sur leur territoire, pour que les Lituaniens ou d'autres qui observent aient confiance dans l'Union européenne, il faut qu'il n'y ait pas de doute face à un certain nombre de questions. Et la première question, c'est quel est l'objectif de contrôler la frontière? C'est d'empêcher les gens de passer, ou bien c'est d'ouvrir à tout vent et de dire non, non, mais ces gens-là, c'est des pauvres misérables, on les laisse passer. Si on ne répond pas clairement à cette question, je ne pense pas que les États nous feront confiance. Ensuite, il y a plus grave, parce que quand on a une escalade de quasiment militaire, comme c'est le cas entre la Pologne et la Biélorussie, ou comme ça a été le cas aussi en mer Égée, et ça l'est régulièrement, il faut qu'on soit très clair. Il faut qu'on dise si la sécurité nationale, la défense nationale de l'un de nos États membres de l'Union européenne est menacée, on ne fait pas de bêtises. On s'aligne tous de façon claire derrière la défense de cet impératif supérieur qu'est la sécurité d'un de nos membres. Et on ne commence pas à ergoter, de dire « Ah oui, mais bon, les Grecs, ils ne sont pas très bien non plus, les Lituaniens, ils ne sont pas très bien. » Non, on est l'Union européenne ou on ne l'est pas. On fait Union européenne, oui ou non. Si on dit oui, alors il faut qu'on soit derrière les États qui sont en difficulté. Et qu'on ne commence pas à dire « Ah oui, mais tel ou tel groupe de pression, telle ou telle ONG m'a dit que… voilà. » Et donc, bon. Et donc, si on veut être une puissance géopolitique, ou en tout cas si l'Union européenne veut accompagner géopolitiquement ses États membres, il ne faut pas qu'elle agisse en silo. Il ne faut pas qu'on commence à nous dire « Ah oui, mais là, vous avez une base juridique qui ne vous permet même pas de penser cela, monsieur. » Parce que je l'ai entendu. Ou parfois, on m'a dit « Ah, mais vous pensez trop. Pourquoi est-ce que vous vous posez des questions géopolitiques? Ce n'est pas votre mandat. » Non, ce n'est pas mon mandat. Sauf que quand je déploie des personnels qui sont des agents publics de l'Union européenne, en uniforme européen, avec des armes, à une frontière où il y a une tension comme celle de la Biélorussie ou avec la Turquie, nous sommes une cible politique. Parce que ceux qui ont envie de nous tester, ils ont envie de voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe quand on tire sur l'uniforme européen? Est-ce qu'ils restent là? Est-ce qu'ils font rien? Est-ce qu'ils rentrent à la maison parce qu'ils ont peur? Est-ce qu'ils ont comme consigne de faire semblant de ne pas voir? C'est ça les vraies questions géopolitiques. Donc mon attente, c'est de dire, donnez-moi des instructions, vous, Union européenne, donnez-moi les instructions géopolitiques et politiques lorsqu'on a une situation qui n'est pas une situation normale. Quand on est en train de gérer le quotidien, entre guillemets, normal de la gestion de la frontière, qu'on a des groupes criminels, des passeurs qui veulent faire passer des migrants irréguliers, qu'on ait des groupes criminels qui veulent faire passer de la drogue, qui se livrent à du trafic d'armes. Bon, tout ce qui est, on va dire, dans le champ, entre guillemets, normal de la gestion civile de la frontière, on fait notre travail. Et on a un cadre juridique qui est bon, et on sait faire notre travail. Mais quand on a affaire à une menace géopolitique, là, il ne faut pas qu'on fasse de bêtises. Parce que soit on risque de créer un conflit. Moi, ça m'est arrivé quelquefois de dire je n'ai pas envie que Frontex soit l'étincelle qui mette le feu aux poudres et déclenche un conflit en mer Égée et qu'ensuite on nous accuse d'avoir déclenché un conflit militaire. Enfin, c'est quelque chose qui est trop grave. Donc voilà, moi, je pense qu'il faut que l'Union européenne et que toutes les institutions, avec ses États membres, puissent se déterminer pour donner des consignes. Et ce n'est pas une agence civile de garde-frontières et de garde-côtes comme Frontex de prendre des décisions politiques ou géopolitiques. Je vous remercie. Je vous remercie, M. Gilles, de votre parole franche, parce que somme toute, ce que vous dites sur le plan opérationnel et au poste qu'est le vôtre, ça rejoint ce que disait Jean-Sylvestre sur le politique et l'impolitique. C'est quand même bel et bien devant cela que les dirigeants européens sont placés. Chers amis, je vous propose de passer à l'échange. Il nous reste une vingtaine de minutes. Je vais vous demander de vous connaissez Zoom, si vous connaissez Zoom, de lever la main pour pouvoir passer la parole. Je vais peut-être poser la première qui a été posée par quelqu'un tout à l'heure et qui appelle une réponse, je crois, relativement brève, mais
sur la côté de laquelle on ne peut pas passer, et je la pose à Fabrice Leggeri. On n'a pas parlé du cas marocain, donc au mois de mai dernier, de manière assez synthétique, s'il vous plaît, mais comment vous l'analysez? Est-ce que pour vous, c'est analogue ou très différent des deux autres exemples dont on a parlé ce soir? Non, je pense que c'est différent par la nature et par l'intensité. Bon, il y a eu, on va dire, 3 jours de petites brouilles entre le Maroc et l'Espagne. Moi, j'ai envie de dire que les torts sont quand même un peu partagés parce que, bon, accueillir à Madrid dans un hôpital le chef du Polisario, bon, voilà, après, chaque État fait ce qu'il veut, mais bon, on peut comprendre que c'est créé quelques tensions diplomatiques entre le Maroc et l'Espagne. Et bon, le Maroc a peut-être voulu montrer un petit peu par une sorte de dépit, qu'est-ce qui se passe si le Maroc fait un peu moins d'efforts pour garder la frontière. Ce qui, au fond, est plutôt pour moi un appel à de la reconnaissance et à dire reconnaissez ce que nous faisons et puis ne nous humiliez pas non plus voilà, par des… Bon, c'était cette brouille diplomatique. Mais pour moi, c'est de nature différente. Bien, merci. Je vois qu'il y a une question. Cyril Dalmont. Oui, bonsoir, Monsieur Leggeri. La situation que vous décrivez, en fait, touche au fondement même de l'organisation de l'Union européenne, puisque c'est une organisation internationale, ce n'est pas un État, elle n'a pas de souveraineté. Et en fait, vous êtes, en tant qu'organisation Frontex, vous êtes dans la situation en fait, de l'impuissance, finalement, par rapport à ces enjeux géopolitiques. Est-ce que, selon vous, alors je sais que c'est hyper compliqué de répondre, mais est-ce que, selon vous, en fait, c'est juste pas cette volonté permanente de grappiller des compétences au niveau de l'Union européenne qui est finalement la source du problème, finalement? Non, je pense que, disons, aujourd'hui, la raison pour laquelle on a une agence comme Frontex avec le corps européen, c'est que l'Union européenne veut avoir l'espace européen de liberté, de sécurité et de justice, donc construire un espace européen intégré dans le sens où, voilà, enfin, c'était l'objectif déjà il y a plus de 30 ans, d'avoir une circulation sans contrôle à nos frontières intérieures et de reporter le contrôle des frontières à la frontière extérieure. Donc, ça veut dire que pour que ça fonctionne, il faut qu'on ait suffisamment de coopération policière, judiciaire, administrative entre les États membres à l'intérieur de l'espace Schengen, mais ça veut dire aussi qu'à la frontière extérieure, on doit avoir une harmonisation d'une certaine manière. C'est un peu une compétence, alors ça ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais c'est quand même une compétence de nature quasi fédérale. C'est un peu comme l'euro. Il n'y en a pas beaucoup des compétences comme ça et des fonctions comme ça. Mais la fonction de garder la frontière extérieure du groupe commun, ça veut dire que c'est notre bien commun et donc il faut que ce soit harmonisé au niveau européen. Il faut que ça se fasse en bonne intelligence avec les États parce que les États sont souverains. Donc c'est une construction un peu unique en son genre. Je ne sais pas s'il faut dire confédéral, pré-confédéral, mais en tout cas, ça met en cause des matières qui sont l'essence même de la souveraineté. La souveraineté des États, ou l'exercice conjoint de la souveraineté entre plusieurs États entre les États de l'Union européenne et les institutions. Donc moi, je vois ça plutôt, disons, Frontex comme étant un bras opérationnel de l'Union européenne et de ses États membres. Mais ce n'est pas la volonté de grappiller des compétences. Si on ne le fait pas, de toute façon, les défis migratoires ou sécuritaires qui nous entourent existeraient. Que feraient les États baltes tout seuls sans être dans l'Union européenne? Que ferait la Pologne toute seule face à ça? Que ferait la Grèce? Donc, je pense que c'est simplement, on est un peu au milieu du gué et il faut gagner en maturité institutionnelle et avoir le courage de se reconnaître grande puissance. Moi, il y a quelque chose qui me frappe parfois, c'est peut-être un détail, mais quand j'explique à mes interlocuteurs, et ça peut être parfois même mes propres collaborateurs, de leur dire, vous savez, notre terrain de jeu aujourd'hui, il a 5000 km d'élongation.
entre l'opération du corps européen aux îles Canaries et aujourd'hui un nouveau déploiement en Finlande, parce que les Finlandais nous permettent aussi de tester des déploiements sous ces latitudes, il y a 5000 km. Donc notre terrain de jeu, il y a 5000 km d'élongation entre les théâtres opérationnels, 3 fuseaux horaires. Et alors évidemment, quand certains viennent de pays plus petits, ça peut impressionner un petit peu de dire mais oui, c'est la taille des États-Unis. Sauf qu'on n'est pas organisé comme les États-Unis. Donc je pense que ce n'est pas une volonté comme ça des institutions de grappiller des compétences, mais simplement il faut se montrer à la hauteur. Les États-Unis sont un pays, c'est une nation avec une souveraineté. L'Union européenne reste une organisation internationale. C'est la limite de vos compétences. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait si on ne fait pas une organisation au niveau européen? Alors je doute que nous puissions vraiment maîtriser notre destin dans un environnement géopolitique encore plus grand, entre des géants, que ce soit les Chinois, l'Inde, et puis, enfin, on n'est pas grand-chose quand même pour peser sur le destin si on n'arrive pas à s'unir. Mais je pense que c'est une question de réel politique aussi. Je vous propose, si vous voulez, de reprendre 1h30, parce qu'effectivement, comme il a été dit, et très justement, vous parlez, M. Legeri, notamment des pays d'Europe de l'Est, des pays baltes, etc. Il y a la composante OTAN aussi, qui est absolument majeure pour ces pays-là, pour leur sécurité. Mais enfin, on s'arrête là, mais effectivement, ce qui est certain, c'est que c'est au cœur de la question politique que vous êtes. OK. Monsieur Deherdt, je vous passe la parole. Patrick Butor, j'ai bien vu que vous vouliez poser une question, je vous la passe après. Monsieur Deherdt, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup. Monsieur Legeri, j'ai 2 questions que j'ai postées dans le chat d'ailleurs. Ma première question, c'est dans l'état actuel de la législation européenne, quelle serait selon vous la réponse opérationnelle idéale face à une attaque hybride du style de ce qui se passe actuellement en Biélorussie, avec toutes les limitations que vous avez mentionnées évidemment? Et ma deuxième question, c'est une question plus d'actualité. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que la Pologne n'a toujours pas fait appel à l'expertise de l'agence Frontex et comment est-ce que vous expliquez cette obstination? Est-ce que c'est uniquement une obstination politique, une question de confiance, comme vous avez évoqué dans votre intervention, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons à prendre en considération? Merci beaucoup. Alors, je vais commencer par la Pologne. Donc, la Pologne fait appel à Frontex pour l'éloignement des étrangers en situation irrégulière qui sont entrés, donc notamment des Irakiens. Mais la Pologne n'a pas fait appel à Frontex pour déployer des gardes-frontières à la frontière terrestre. Je pense que ça tient à la tension quasiment militaire quand même. Bon, déjà au mois d'octobre, quand ils m'ont invité à visiter la frontière, bon, ce que j'ai vu, c'était l'armée polonaise qui était déployée. Donc ça, c'est une dimension. Ils ont des effectifs nombreux, c'est un grand pays, la Pologne, donc ils sont capables actuellement d'avoir 30 000 personnels déployés entre les gardes-frontières civiles et l'armée. Mais il y a aussi une question de confiance. Et je pense que les débats qui ont commencé à apparaître à partir de l'été 2021 à propos de la légalité ou non de la loi lituanienne ont pu, à bon droit, poser des questions et alerter un petit peu la Pologne, parce que ça voulait dire que leur loi, qui ressemble à la loi lituanienne, allait se trouver sous les projecteurs. Et voilà, moi, je pense qu'il faut qu'on résolve, et ça m'amène à votre première question, c'est quelle est la réponse, notamment juridique, qu'il faut apporter. Mais moi, je crois qu'il faut être très clair sur le fait, d'abord, même en période normale, il faut résoudre je dirais, cette contradiction apparente entre protéger la frontière et puis accorder le droit d'asile, parce que c'est une contradiction apparente qui peut être résolue. Il suffit simplement d'avoir des procédures d'asile qui soient suffisamment organisées. Et voilà, enfin, moi, je veux dire, si évidemment on considère qu'il suffit d'entrer, de poser le pied et on a tous les droits et puis on peut continuer, on veut aller à Berlin, ben on va à Berlin et puis on dit tous les pays de l'Union européenne traversés. Non, mais ne vous en faites pas, surtout n'enregistrez pas ma demande d'asile, moi je veux aller en Allemagne. Bon, ça ne marche pas. Donc il faut être très clair sur donc avoir des procédures d'asile qui fonctionnent, qui soient claires et aussi avec la capacité à trier
de façon plus rapide et finalement beaucoup plus juste entre ceux qui ont vraiment un besoin d'asile, un besoin de protection, et ceux qui sont des migrants économiques. Et je ne parle même pas de ceux qui sont finalement instrumentalisés par des jeux géopolitiques. Et je pense que probablement, il faudrait être capable d'activer un petit peu un état d'urgence. Les États nationaux, en général, ont des législations d'exception, d'état d'urgence, pour, disons, adopter soit des moyens opérationnels hors du commun. Bon, ça, on a un petit peu sous la forme d'intervention de crise, mais on ne l'a pas sous la forme juridique de dire un certain nombre de dispositions juridiques d'exception s'appliquent. C'est quand même extraordinaire de voir qu'on était capable, pour la gestion de la pandémie, on a quand même été, pour certains, assez surpris de voir que du jour au lendemain, les gouvernements peuvent nous intimer de rester à la maison et c'est légal. Et on ne peut pas dire que certains migrants doivent être, je ne sais pas moi, placés éventuellement dans des centres d'accueil fermés pour éviter que ce soit… Bon, parce que ça a été controversé aussi en Lituanie. Bon, il y avait des centres fermés, il y a des voix qui commençaient à dire oui, mais ce n'est pas bien, il ne faut pas qu'ils soient dans des centres fermés, ces pauvres gens. Bon. Donc voilà, je crois qu'il faut de la clarté sur les objectifs et ensuite la clarté de la législation viendra. Merci. Monsieur Butor, s'il vous plaît. On ne vous entend ni on ne vous voit. Monsieur Butor, vous êtes là? On croirait que non. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que quelqu'un veut poser une ultime question? Non, eh bien alors écoutez, on va être parfaitement dans les temps, donc je vais remercier infiniment Fabrice Leggeri et Jean-Sylvestre Mongrenier pour ces échanges et ces éclairages qui étaient passionnants, je crois, et qui nous ont bien montré, s'il faut une seule conclusion, je le répète, c'est ce que vous avez dit tous les deux, nous sommes face à une question évidemment éminemment politique et il convient maintenant que les dirigeants européens nationaux à l'échelon national et à l'échelon européen fassent des choix clairs, des choix politiques clairs, et effectivement, qui peuvent être, qu'il faut savoir assumer. Et nous sommes bel et bien face à cela, et ce sera le seul moyen d'avoir désormais une politique. Alors attendez, parce que M. Butor me dit que je lui ai bloqué son son. Je ne sais pas trop ce que j'ai fait. Je ne sais pas, j'ai dû commettre une erreur. Donc oui, pardon, écoutez, on va conclure. Donc mille merci, Monsieur Leggeri et cher Jean-Sylvestre. Merci à tous d'avoir participé à ces échanges. Et il ne me reste qu'à vous souhaiter un très joyeux Noël et à vous dire à très bientôt, vraisemblablement en visio, parce qu'il est vraisemblable qu'on ne puisse pas faire de conférence physique à nouveau avant un moment. Mais en tout cas, merci encore à tous et à très bientôt pour suivre les activités et les prochaines conférences de l'Institut Thomas More. Merci infiniment. Merci pour votre invitation. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.